Chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, c'est votre compatriote Mohamed Nouroussal qui a le plaisir de vous retrouver afin d'échanger sur les problèmes têtus et obstinés qui ne cessent de menotter notre pays. Bon, il est triste de constater que l'hivernage qui a à peine commencé vient de faire des ravages, des dégâts au niveau de la zone de Tamba et dans d'autres localités du Sénégal. Et les populations sont laissées à elles-mêmes. Elles sont démunies et elles sont laissées à elles-mêmes. Les gens n'ont aucun moyen. C'est la disette la plus absolue, disette du côté alimentaire comme au sens premier, et disette au sens second, parce que disette en termes d'emploi de travail. Elles sont laissées à elles-mêmes. Parce que le commissariat à la sécurité alimentaire là n'existe que sur papier, que sur du papier. On n'a jamais vu le commissariat à la sécurité alimentaire partir au secours des populations comme cela se fait dans les autres pays du monde, aux États-Unis, comme ailleurs, dans les pays développés, comme dans les pays d'Asie. C'est cela qui se fait, c'est cela qu'on attend des autorités. Et les autorités ne sont pas là pour ça. Les autorités sont, après le président sénégalais, après être revenu du Far West américain, va au niveau du Bénin, se rend au Bénin. Au lieu de préparer, puisqu'à chaque hivernage, c'est des problèmes comme ça qui surgissent au Sénégal et qui mettent les populations dans des difficultés terribles, insurmontables. Au lieu de préparer ça, un plan de secours, un plan d'organisation de secours, comme ils aiment dire, leur Orsec et autres là. Et lui, il a pris la tangente pour le Bénin. Le Bénin que tous les pays, que la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest la méprisent, ont une veine viscérale même de ce Bénin qui n'est qu'un abri où des mercenaires français et américains se sont retranchés pour pouvoir attaquer tantôt le Niger ou les pays de l'Est, Burkina et autres là. Se rendre là-bas pour quoi faire? Le Bénin, qu'est-ce que ça peut apporter au Sénégal? Rien du tout. Le président Patrick Talon est le plus honni et le plus vomi de toute l'Afrique. Tant est grande et colossale sa coopération avec les colons français. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Mais c'est pour dire que nos populations démunies sont laissées à elles-mêmes et que les autorités sont là, sont spectatrices. Alors que partout dans le monde où elles se rendent, ces autorités-là, elles voient que la réaction est autre quand de tels événements se produisent. Mais ce qui se passe aussi n'est qu'un bilan. C'est le bilan de toute une politique qui est la même depuis les pseudo-indépendances de 1960 jusqu'à présent. C'est la même politique qui est appliquée depuis et qui a abouti au même résultat. Bien entendu, comme disait Albert Einstein, ne soyez pas surpris de constater que vous obtenez le même résultat en appliquant la même formule. Et vous appliquez la même formule et vous voulez que les choses changent, donc vous n'avez pas changé de formule. C'est la même politique qu'on a depuis 1960 jusqu'à présent, donc depuis 65 ans de soi-disant d'indépendance. Donc c'est le bilan. Le bilan est désastreux. Ces politiques ont mené à la désolation, à l'appauvrissement, à l'indigence, à la souffrance, à l'inexistence d'infrastructures. Des hôpitaux qui n'existent pas, des écoles, n'en parlons pas. Ne parlons pas des hôpitaux, des structures de santé, ne parlons même pas du nombre de médecins, du nombre d'infirmiers qu'on devait avoir. C'est ridicule le nombre de médecins et d'infirmiers qu'on a. Ceci a fait, à sonner le glas du modèle néolibéral, du modèle du capitalisme financier néolibéral. C'est à travers les FMI et la Banque mondiale qui nous ont imposé à nos autorités, différentes autorités, ces politiques d'endettement combinées à des politiques d'ajustement structurel. Où le Sénégal le Sénégal a perdu ses mines, a perdu toutes les entreprises qui avaient un sens ici. Et on ne faisait qu'appliquer la politique du FMI et de la Banque mondiale, qui nous a remis un formulaire, un schéma de politique à appliquer. On s'en allait en vitesse pour appliquer cela. Augmenter les taxes, diminuer les salaires, donc étendre la pauvreté.
augmenter la taxe, privatiser tout ce qui pourrait apporter du profit, un peu plutôt de profit à l'État, de taxes à l'État, pour donner ça à des occidentaux, des entreprises occidentales. Et c'est la catastrophe. Ça a mené à la catastrophe qu'est celle-là. Et si on ne renonce pas à ces politiques, ne croyons pas que cela changerait. Hein. Ne croyons pas que cela change. Ça ne changera aucunement, puisque c'est les mêmes politiques qu'on est en train d'appliquer jusqu'à présent. Ces gens qui sont là, leur boussole, le pôle nord de leur boussole, c'est l'Occident. C'est l'Occident. C'est les États-Unis, l'Europe. Ils ne concoctent même pas de plan, travailler sincèrement, c'est dire, écoutez, nous avons affaire à 18 millions et demi de Sénégalais qui ont des préoccupations, des soucis, qui se réveillent chaque jour, qui ont des problèmes pour manger quelque chose, qui se réveillent chaque jour, il y en a qui sont beaucoup qui sont malades, qui ne parviennent pas à se traiter. Parce qu'il n'y a pas assez de médecins, il n'y a pas assez d'hôpitaux, et puis même s'il y en a, le peu d'hôpitaux qu'il y a ici, les tickets sont chers, on leur demande des tickets qu'ils n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'il n'y a pas de travail. Ça, je ne cesse de le répéter lors de chaque vidéo, il faut la répétition pédagogique. Je ne cesserai de le dire tant que cette politique ne changera pas. Et elle n'a toujours pas changé. Et ceux qui sont là ont montré carrément qu'ils n'ont aucune volonté de changer cette politique-là qu'ils sont en train de mener. Mais au lieu de se préoccuper donc des soucis des Sénégalais, des problèmes qui pourraient se poser aux Sénégalais, aux indigents sénégalais que nous sommes, ils sont dans les airs pour aller faire des visites qui ne rapportent rien au Sénégal, qui n'ont même aucun intérêt, aucune utilité. Des visites qui n'ont aucun sens. Économiquement parlant et financièrement parlant. Parce que le Sénégal, s'il ne travaille pas, qu'on se dise la vérité, les Maliens sont nos voisins, ça, ce n'est pas un choix qu'on a fait. On est né au Sénégal, on a des voisins, on n'y peut rien. Plutôt que de perdre son temps d'aller défiler, faire la cour aux Mauritaniens qui ne rapportent rien. La Mauritanie d'ailleurs, permettez-moi de faire une brève parenthèse, chers Sénégalais. La Mauritanie d'ailleurs, on doit voir, si on avait un président nationaliste qui était là, il aurait dû saisir la Cour internationale de justice pour déposer là-bas un truc contre la Mauritanie, une plainte contre la Mauritanie, pour exiger que notre frontière revienne à ce que les colons avaient laissé ici. Puisqu'on a dit que oui, aux indépendances, qu'on maintient les frontières issues de la colonisation. Mais les frontières issues de la colonisation disent que la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, c'est au nord du fleuve Sénégal, c'est à 40 km au nord du fleuve Sénégal. C'est pas au niveau du fleuve Sénégal. Ça, c'est les Senghor, ces traîtres-là et autres-là qui ont voulu fermer les yeux, faire cela, faire que le fleuve Sénégal soit une frontière, parce qu'ils avaient d'autres ambitions politiques, ils ne voulaient pas qu'il y ait une forte population de ceci, cela, ainsi de suite. Mais le Sénégal, c'est le Sénégal. Nos frontières sont à 40 km au nord du fleuve Sénégal. On a vu que depuis Abdou Diouf qui disait oui, c'est ce qu'il disait en 93 lorsqu'il était parti dans un meeting à Saint-Louis, pour les élections présidentielles de 93. Hein? Des gens qui n'ont jamais songé à défendre les intérêts de nos compatriotes sénégalais qui sont en Mauritanie. Mais si les Mauritaniens créent des problèmes, les Mauritaniens sont ici, on n'a qu'à réagir de façon réciproque. Chasser les Mauritaniens qui sont ici. Je ne le fais pas parce que je suis raciste, je le fais parce que c'est ce qui se fait partout dans la diplomatie mondiale. Un peuple se comporte d'une façon, les autres réagissent de la même façon vis-à-vis d'eux. Mais qu'est-ce qui se passe au Sénégal pour que nous soyons toujours là, comme si nous étions toujours des esclaves assujettis à ces Mauritaniens? Vous vous rendez compte, même quand Abdoulaye Wade était là, quand on avait notre électricité notre part d'électricité du barrage de je ne sais plus Manantali, Abdoulaye Wade a préféré donner la partie du Sénégal là, à la Mauritanie, comme si ça lui appartenait. C'est même pas son bien, c'est le bien des Sénégalais. Il donne ça aux Mauritaniens alors que le Sénégal n'a pas d'électricité. Mais toutes ces pratiques, on doit y revenir. Ça, c'est du larbinisme qu'on pratique vis-à-vis des Sénégalais. Qu'on se le dise la vérité. Si vous n'êtes pas capable de gérer les intérêts des Sénégalais, ça veut dire que vous n'êtes pas Sénégalais, vous êtes apatride. Bref, parenthèse fermée. Mais les Maliens, ce sont nos voisins. On est dans la même veste ensemble. Mais on n'a qu'à travailler avec les Maliens pour la sécurité. Si on veut travailler pour la sécurité, c'est les Maliens justement la sécurité la plus pertinente. De travailler pour la sécurité avec les Maliens que de le faire avec d'autres, avec lesquels nous n'avons aucune frontière. Ni sur terre, ni dans les cieux. Bref, mais on refuse de faire ça. On veut tourner au monde, on veut montrer à la planète qu'on tourne le dos aux gens du Sahel. On n'a pas à se prononcer sur la politique que font les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens. Ça la montre encore une fois. Au lieu de faire cela, au lieu de choisir de travailler avec les Maliens, aussi bien sur beaucoup d'autres domaines, aussi bien sur l'agriculture, puisqu'on est dans l'OMVS ensemble,
que sur beaucoup d'autres aspects, on ne le fait pas. Le bilan donc que nous montre ça montre que ça a été désastreux ce qu'on a fait depuis les indépendances. Les 650 milliards de revenus pétroliers là que nous rapporte le revenus pétroliers et gaziers là, de 650 milliards, qu'on devrait même renégocier parce que ça devrait faire beaucoup plus que ça. Beaucoup plus, je dis même pas plus. Mais ces revenus auraient dû servir, même déjà une partie de ces revenus aurait dû servir de fonds pour ces genres de situations-là, de fonds d'urgence. Quand il y a des gens qui n'ont plus où loger, qui perdent leur maison, qui perdent leur tout, mais on a ces fonds d'urgence-là pour leur donner aussi bien à cuisiner, pour leur donner du truc à des céréales à cuisiner, et ainsi de suite. Mais rien de cela n'est fait. Les revenus du pétrole-là, on ne les voit pas. C'est de l'argent fantomatique. On ne voit pas ce à quoi ça sert. On l'a dit ici, on l'a dénoncé ici, on cessera de le dénoncer parce que c'est le bien des Sénégalais, ce n'est pas un bien privé. Ce n'est pas des biens privés, c'est des biens sénégalais qui appartiennent à tout le peuple sénégalais. Pas à nos dirigeants actuels, pas à nos dirigeants qu'il y avait ici hier, pas à nos dirigeants qu'il y aura ici demain. Ça appartient au Sénégal, c'est pour les Sénégalais, donc ils doivent servir aux Sénégalais. Mais cela non plus n'a pas été fait. En plus du fait que c'est outrageant, c'est inadmissible que le transport soit cher dans ce pays alors qu'on a du pétrole et qu'on a du gaz. Mais on doit exiger, ça c'est un droit. C'est pas quelque chose qu'on commande. C'est un droit parce que c'est notre pétrole, il est là. S'il ne nous rapporte rien, autant arrêter l'exploitation. Non seulement on ne sent même pas la chute des prix, les prix qui devraient dû être de 450 francs, 500 francs peut-être au maximum. Pour l'essence, je dis. Et pour le gasoil, ça devrait dû être de 400 francs peut-être. C'est aussi cher et prohibitif. Ces prix sont prohibitifs. Donc ce qui fait que le transport est ultra cher dans ce pays-là. Ensuite, chers Sénégalais, pour ce qui est donc du modèle économique, il faut qu'on rompe donc avec le modèle capitaliste financier. Parce que si ce modèle était bien, il n'aurait pas mené à la chute, je ne dis même pas au déclin, à la chute désastreuse qui s'est produite en Occident. Les États-Unis sont incapables de faire face à la concurrence des Chinois et des autres pays de l'Asie du Sud-Est. Si ce modèle était bien, si ce modèle était infaillible, il n'aurait pas mené à la chute de l'Occident, des États-Unis et de l'Europe, de l'Union européenne. Au contraire, ce à quoi on assiste, c'est à la chute économiquement de l'Europe et des États-Unis. Parce que ce qui s'est passé là-bas, c'est qu'ils avaient un capitalisme financier, un système de capitalisme financier. Et là-bas, c'est le capital financier, les banques, etc., les banques et les trucs là qui gèrent tout. Elles sont parvenues à faire que tous les Américains sont endettés, ultra endettés. Les crédits, les quais, je ne sais plus, les comptes, les cartes bancaires là, c'est des dettes à n'en pas finir. Les Américains sont hyper endettés. Et tout est cher là-bas. Ils n'ont pas défendu ce modèle-là, ces banquiers-là, ces financiers-là n'ont pas défendu les entreprises, la production industrielle américaine, ni en Europe non plus. Vous avez vu ce que est devenu l'Europe. Le Royaume-Uni désindustrialisé, la France désindustrialisée, l'Allemagne dont la désindustrialisation est en train de se produire à la vitesse, je ne dis même pas du son mais de la lumière. L'Europe, qui était le berceau de la révolution industrielle, n'est plus ce qu'elle était. C'est la preuve manifeste et accablante de l'échec indubitable du modèle du capitalisme financier néolibéral. Capitalisme financier néolibéral que nous ont imposé aussi aux pays nouvellement indépendants que nous étions en 1960. Et ces institutions de Bretton Woods que sont le FMI et la Banque mondiale, qui sont contrôlées pour la deuxième par les États-Unis, pour l'autre par les Européens, autrement dit par le même bloc occidental, qui nous prêtait de l'argent pour nous appauvrir davantage et pour nous débarrasser de tout ce qui nous permettait d'avoir des taxes et d'avoir des revenus qui nous auraient permis d'investir dans les infrastructures. Mais maintenant que ce modèle est à la fin de son agonie, est-ce qu'il y a un modèle de relève? Oui, il y a un modèle de relève.
Ce modèle, c'est le modèle chinois. Les Chinois, là, avec leur BRI, comme ils disent là, Belt and Road Initiative, autrement dit, ce qu'on appelle les routes de la soie. Mais ils sont en train de financer énormément de pays. Ça ne s'arrête pas en Asie, ça ne s'arrête pas en Asie de l'Ouest, ça ne s'arrête pas en Amérique latine, mais l'Afrique en fait partie et des pays africains. Donc, on peut donner plusieurs exemples. Des pays africains en font partie de ce modèle-là. Beaucoup de pays d'Afrique de l'Est en font partie. La Tanzanie en fait partie. L'Ouganda en a profité. L'Éthiopie en profite. D'autres pays en profitent. La Zambie en profite, etc. Il y a des ponts qui sont conçus là-bas, des ponts de 5 km de longueur par les Chinois. En Tanzanie, qui relie la Tanzanie, l'ADR, le Rwanda, la RDC. Mais pourquoi ne voudrons-nous pas, nous les Sénégalais, ne devrions-nous pas profiter de ce BRI que les Chinois mettent à la disposition des gens, qui sont des prêts pratiquement non remboursables, qui font partie d'un budget que les Chinois ont mis au point pour aider beaucoup de pays de l'Asie et des pays d'Afrique et d'Amérique latine à se tirer de la non-existence d'infrastructures. Mais on est là à vouloir choisir nos trucs alors que les Chinois le font depuis des années. Depuis plus d'une décennie, ils sont en train de faire ça. Il y a Belt and Road Initiative. Et les Sénégalais veulent là se tourner de dire que non, ils vont perdre leur temps chez les Européens qui sont hyper endettés. Les Français sont hyper endettés, ils avaient même rendu visite de l'autre jour au FMI pour solliciter des prêts. La France n'a plus rien depuis qu'elle a perdu le Mali et le Niger. Le Mali dont elle tirait, dont elle volait l'or constamment. C'est ce que les Français faisaient au Mali. Elle volait l'or du Mali, la France volait l'or du Mali, volait aussi d'autres minéraux au Mali. Au Niger, elle volait l'uranium au Niger et d'autres ressources. La France, ils payaient, leur firme là, Orano, payer combien l'uranium? Le kilo d'uranium à 0,8$, même pas $1. C'est lorsque ces gens-là ont fait leur putsch qu'ils ont dit que non, ils vont vendre ça à $220, le kilo de l'uranium. L'uranium qui est en forte demande à travers la planète. Et c'est comme ça que Orano était là pendant des décennies en train d'exploiter les Nigériens. On vous prend votre uranium et on vous laisse la radiation que constitue l'uranium. Vous vous rendez compte? C'est ça que la France faisait. Elle a perdu le Niger, elle a perdu le Mali, elle a perdu le Burkina Faso. Qu'est-ce qu'il lui reste? Quelques colonies qui n'ont rien. Quelques colonies qui n'ont rien, comme le Sénégal. D'accord, ils ont Orange ici, ils ont leur Total qui est ici, qui exploite notre pétrole, etc. D'autres firmes aussi, qui sont ici. Orange est là, qui prend 200 et quelques milliards de dollars Sonatel chaque année, alors qu'elle n'a rien fait. Elle colle son nom, et puis au niveau de l'Orange, c'est tout. Elle nous vend son nom à 200 milliards, 220 milliards de francs CFA chaque année. Vous vous rendez compte? Et ça, on n'accepte pas. On accepte ça alors qu'on prétend être indépendant. On finance des défilés militaires à 500 milliards, 5 milliards, 4 milliards, alors qu'on n'est même pas indépendant. On ne peut pas chasser Orange. Parce que quand on construisait notre Alizé, Orange n'était pas là. On ne peut pas faire des taxes sur l'exploitation du pétrole de l'or là. Donc, puisque la Chine est là pour financer ces infrastructures, et aussi les BRICS sont là maintenant, offrent un autre modèle avec leur NBD, leur nouvelle New Development Bank, comme ils disent, la NDB. Mais les BRICS font des chercheurs. Nous, notre avenir, l'avenir de ces pays du tiers-monde là, de ce sud global là, c'est dans les BRICS qui offrent une alternative par rapport au modèle néolibéral de Bretton Woods. Si maintenant on veut s'entêter, nos autorités veulent s'entêter avec le modèle néolibéral, ce serait la catastrophe qui nous attend. Parce qu'il n'y a aucun pays, comme disait l'autre là, comme disait Kissinger là, Henry Kissinger qui l'avait dit, je ne sais plus qui, je ne me rappelle plus, mais il l'avait dit, être adversaire des États-Unis, c'est dangereux. Mais être allié des États-Unis, c'est fatal. C'est fatal. C'est ce qu'avait dit Kissinger lui-même. Kissinger, le grand diplomate américain. Être allié des États-Unis, c'est... Être adversaire plutôt, adversaire des États-Unis, c'est dangereux. Mais être allié des États-Unis, c'est fatal. Ça vous coûte la vie. Ça détruit économiquement votre pays. Tous les pays qui étaient alliés aux États-Unis, vous avez vu là où ils ont fini. Donc nous, c'est le BRICS. On doit chercher à nous rapprocher des BRICS, à nous chercher aussi à nous rapprocher des gens qui peuvent nous apporter des financements et nous aider. Le cas de la Russie en fait partie. Si vous avez des complexes maintenant, ces gens-là qui ont fait la traite négrière, l'Europe qui a commis le crime que constitue la traite négrière, l'Europe qui a commis le crime que constitue la colonisation, l'Europe
qui a connu les camps de concentration, qui a commis donc les génocides des Juifs, les Shoah et autres. L'Europe qui a connu deux guerres mondiales, qui a commis des crimes à travers toute la planète là. C'est pas à l'Europe de nous dire voilà comment vous allez vous comporter. Leur démocratie, on en a que foutre, ce n'est pas une démocratie, c'est une démocratie pour la caste dirigeante, pour ceux qui ont les moyens énormes là. Les gens qui sont tellement, le 1% de riches là, c'est pour eux la démocratie, c'est eux qui font ce qu'ils veulent. Aussi bien aux États-Unis, quand vous avez vu le comportement des Macron, des Starmer, etc. Ils ont été élus démocratiquement, entre guillemets, mais une fois au pouvoir, ils ne font que servir l'intérêt d'une infime minorité. Donc le modèle démocratique européen, là, occidental, n'est pas un modèle de démocratie, c'est un modèle antidémocratique. Ceux qui ont le complexe de ces occidentaux, c'est des adversaires de l'Afrique. Nous, on n'a pas le complexe de leur modèle de démocratique, qui n'a rien de démocratique. Les États-Unis n'ont pas hésité à renverser le premier ministre iranien Mossadegh qui a été élu en 1953. Ils n'ont pas hésité à le renverser, les États-Unis et les Anglais, parce qu'ils avaient nationalisé le pétrole iranien. Ils n'ont pas aussi hésité à renverser Salvador Allende en Chili. Pour la même raison, ils n'ont pas hésité à mener des combats, une lutte sans merci contre le Nicaragua, contre le Venezuela qui a commis le crime de vouloir nationaliser son pétrole. Ces gens-là, ce n'est pas des modèles de démocratie, c'est des modèles de dictature. Donc, ceux qui ont le complexe de ces démocraties libérales-là, c'est leur affaire, qu'ils aillent au diable. Le Sénégal n'a pas besoin d'eux, l'Afrique n'a pas besoin d'eux. Nous, on veut d'une démocratie où le peuple est mis en avant, les intérêts du peuple sont mis en avant. On demande une démocratie où c'est les infrastructures qu'on construit pour le peuple. On veut d'une démocratie où il y aura, on construira des hôpitaux. On veut d'une démocratie où on recrutera énormément de médecins, énormément d'enseignants, énormément d'infirmiers. On veut d'une démocratie où les hôpitaux pratiquement en un moment seront privés. L'accès aux hôpitaux, les opérations, ça doit être privé, privatisé. Ça doit être libre, gratuit. C'est ça qui va nous aider à développer. Le transport doit être pratiquement beaucoup moins cher qu'il ne l'est actuellement. C'est ce à quoi dont on s'attend de ces dirigeants-là. Mais pas à venir à faire la même politique que les autres faisaient avant. Ces autres qui ont été déboutés par le peuple là, qui ont été contestés parce qu'ils étaient là contre le peuple. Vous allez venir appliquer la même politique que ces gens-là et vouloir que les gens applaudissent pour vous. Les gens ne vont pas applaudir parce que ce que vous faites là, c'est contre le peuple. C'est antipopulaire. Du moment que c'est antipopulaire, c'est antidémocratique. Et du moment que c'est antidémocratique, vous ne pouvez pas rester ici longtemps. Vous avez échoué. Vous devez rendre le tablier et partir. On n'a pas à attendre qu'il y ait la fin de mandat. Non. Vous avez fait 1 an et demi, vous n'avez rien produit. Bon, sauf que vous empruntez 10 200 milliards en 2 ans. Autrement dit, 5 fois le montant, pratiquement 5 fois ce que les Macky Sall empruntaient par an. C'est ce que ces gens ont emprunté et ils n'ont rien pu faire avec. Au contraire, tous les chantiers qui étaient là, les chantiers publics là, on les a arrêtés depuis l'an dernier. Vous empruntez 5 fois plus que les autres et vous ne faites rien. Alors que vous empruntez au nom des Sénégalais, c'est les Sénégalais qui vont rembourser cette dette, qui est colossale, devenue colossale. C'est insensé, même c'est démentiel que d'emprunter 10 200 milliards en 2 ans pour ce Sénégal-là dont le PIB est mortellement bas. Chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, nous, merci de votre attention et mobilisons-nous pour notre pays. Ce n'est que notre pays que nous avons. Qu'on ne se nourrisse pas d'illusions. C'est ici qu'on doit contester, exiger de l'État qu'il fasse des études, exiger de l'État qu'il rende compte sur l'argent emprunté. Il n'y a pas de culte de personnalité. Le sauveur du Sénégal, ce seront les Sénégalais qui sauveront le Sénégal. Pas un Sénégalais individuellement, mais ce sont les Sénégalais ensemble qui vont sauver le Sénégal. Merci de votre attention.